Aujourd'hui, en fin de compte, on a sur le territoire national, et c'est un peu d'ailleurs une singularité au niveau européen, un grand nombre d'acteurs qui accompagnent les citoyens, les organisations, les territoires dans leur cheminement autour de la question des usages numériques. Alors c'est extrêmement diversifié. Ça peut aller du fait d'accompagner un allocataire du RSA dans ses procédures pour retrouver un emploi, jusqu'à de la déclaration d'impôt, en passant par des actions de formation ou de la fabrication d'objets. Et ça se déroule dans des lieux extrêmement divers. Ça peut être des espaces publics numériques, ça peut être effectivement des Fab Labs, des Repair Cafés, des tiers-lieux. En tout cas, c'est un secteur qui essaye de faire se rencontrer cette société numérique qui, pour beaucoup, s'impose à nous, et des citoyens dont il s'agit d'augmenter la capacité à agir dans ce contexte, à la fois quand il s'agit de gens dans le cadre de l'emploi, dans leur capacité à travailler avec cet outil, jusqu'à la capacité à créer avec cet outil, à apprendre avec cet outil, et en tout cas à comprendre le cheminement que prend cette société. Après, ces acteurs ont une particularité, c'est qu'en leur sein, 1000 métiers sont exercés en fait. Aussi bien des médiateurs numériques que des concierges de tiers-lieux, que des écrivains publics numériques ou des animateurs multimédia. Tout ça donne vraiment l'impression d'une fresque et d'un paysage qui effectivement est peu ou pas organisé, parce que chaque histoire a un mode d'émergence qui est singulier, qui est spécifique à son territoire, qui a son histoire. Et c'est pour le coup un des problèmes pour faire ce qu'on appelle écosystème. C'est-à-dire que il n'existe pas entre ces lieux, pour le moment en tout cas, de relations pour produire, on va dire, des effets vertueux, notamment sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la solidarité, en tout cas sur la question du développement de l'ensemble de ces acteurs sur un territoire. Par exemple, être tous dans la même quête pour obtenir des moyens de financement ne fait pas pour autant de ce secteur un écosystème. Ça fait juste un ensemble d'acteurs qui ont à peu près les mêmes dépendances. En résumé, partager la précarité ne fait pas en soi un secteur. Ensuite, il y a un besoin d'entamer une forme de mue, c'est-à-dire que la plupart de ces acteurs sont nés d'intuitions de services d'intérêt général, notamment à l'époque des nouveaux emplois, nouveaux services. Sauf que, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a eu des initiatives publiques, et même si ça répond à un besoin qui relèverait du service public, ce n'est pas un service public. Donc se pose un certain nombre de questions pour parvenir à faire écosystème, entre comment on arrive à faire reconnaître ces missions d'intérêt général et comment en même temps on peut aussi être sur des projets d'innovation sociale et numérique qui relèvent de manières d'entreprendre un peu différentes. Et ça tombe bien parce que cette articulation entre services d'intérêt général, services d'utilité sociale, recherche de modèles de développement et de modèles économiques, c'est un peu l'esprit et le principe de l'économie sociale et solidaire. Et donc il y a fort à parier que si on veut produire des écosystèmes au sens littéral du terme, il faudra réfléchir à cette question du développement et de la consolidation économique, parce que la mutualisation de déficit n'a jamais produit des richesses. Il y a vraiment cette question qui est au cœur de l'histoire maintenant pour notre secteur, c'est comment on arrive à assumer le fait de produire des valeurs, dans les deux sens du terme, des valeurs en termes de sens, en termes d'éthique, en termes d'usage. C'est par exemple le fait de travailler sur les questions des biens communs, des logiciels libres plutôt que les GAFA, mais aussi des valeurs en termes des échanges économiques qui circulent entre les différentes parties prenantes. Et c'est certainement l'ensemble des deux qui permettra de révéler ces valeurs et de faire en sorte qu'on parvienne à structurer durablement ce secteur, et surtout que toutes les initiatives qui émergent se fassent en sorte que ça puisse être soutenable. Voilà. Et pas simplement qu'on s'en remette au bon vouloir de telle ou telle politique publique qui un instant se déclenche et le lendemain s'éteint, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est encore autre chose, mais en tout cas qui génère une dépendance absolument dure pour les personnes. L'enjeu, il est multiple en réalité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les formats habituels hérités de l'éducation populaire, de la culture, qui consistent à la louche à la question
de fédérer. Voilà, l'action habituelle qu'on connaît d'une fédération qui permet à la fois de converser, d'échanger, de travailler l'identité, parce que c'est quelque chose de très important. Beaucoup d'acteurs de la médiation numérique font de la médiation numérique sans le savoir, se définissent pas comme tels, soit parce que la terminologie elle est scalée, soit aussi parce qu'ils le font, parce qu'ils viennent de l'action sociale, de l'action culturelle et pas forcément du numérique. Cette question de fédération, c'est aussi organiser le dialogue avec les pouvoirs publics pour avoir un mécanisme de représentation. Alors, le côté fédération, c'est une chose nécessaire mais pas suffisante. Au moins pour 3 raisons. D'abord parce que le principe de cette reconnaissance reste quand même un format défensif. Ensuite parce qu'une fédération suppose la capacité, notamment financière, de chacun d'y contribuer pour qu'elle s'autofinance, ou alors c'est qu'elle-même relève de subsides publics, et ce qui veut dire dans ce cas-là ces subsides ne vont pas sur les acteurs eux-mêmes. Et puis le troisième point, c'est que une fédération fonctionne sur la fonction politique, mais finalement prend le risque de ne pas entreprendre, faire des choses. Et donc, il y a un deuxième point qui dépasse l'horizon d'une simple fédération, entre guillemets, c'est la question de permettre d'organiser le secteur, d'organiser la filière. C'est toute la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est toute la question de trouver des moyens de développer pour tous en respectant l'histoire et les singularités de chacun. Et ça, c'est un truc particulier, là où une fédération écrase un petit peu sur un modèle de développement un peu unique. Et le troisième point, qui est pour moi le plus éloigné mais le plus fondamental, c'est la question d'entreprendre collectivement. Et notamment parce que sur les sujets, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il n'est pas possible, économiquement, territorialement, humainement, que chacun des lieux entreprenne seul. Il y a une taille critique à dépasser. Et de ce point de vue-là, un réseau national peut permettre cette taille critique. Alors, ça peut être sur des dispositifs de financement, par exemple, ce qu'on appelle les investissements d'avenir, où les tailles critiques font que chacun des lieux pris séparément ne peut pas aller. Mais c'est aussi des exemples comme des outils qu'on a pu connaître. Par exemple, la plateforme de gestion des cyberbases, qui aurait pu, elle, être reprise par un outil national, mais également d'autres projets, j'y reviendrai, comme Aptic, le chèque service de la médiation numérique, pour lequel ça aurait beaucoup plus de sens qu'une telle plateforme nationale puisse in fine le porter, et pas simplement une structure comme Mediacité. On a vu l'échelon national, néanmoins il y a un risque assez important et assez majeur de s'éloigner du territoire concret de projet. Or, le territoire concret de projet, à minima, c'est l'échelon régional. En réalité, on s'apercevra rapidement que c'est plus les bassins de vie, etc. Mais néanmoins, l'enjeu des pôles régionaux, c'est de mettre autour de la table toutes les parties prenantes à l'échelle d'un territoire, à la fois entre les services déconcentrés de l'État, mais également les autres instances. Ça peut être les régions, les départements, mais également les acteurs de l'économie numérique qui, eux, sont aussi structurés à l'échelon régional. Mais on peut avoir aussi d'autres pistes qui sont très importantes dans le schéma de développement de la médiation numérique, telles que par exemple les fédérations d'éducation populaire, mais également les acteurs du tourisme, les chambres de commerce, qui le plus souvent sont structurés soit à l'échelle métropolitaine, soit à l'échelle régionale. Quel est le bon échelon? C'est toujours la grande question. Si on vient de la solidarité, on dira que c'est l'échelon départemental. Si on est dans un territoire où il y a de fortes métropoles, on dira que c'est l'échelon métropolitain. En tout cas, ce qui semble important, c'est qu'à l'échelle actuelle des régions se discutent notamment toutes les questions de haut débit. Or, nous, on a un certain nombre à penser que la question des usages est fondamentale quand on veut réfléchir en termes d'aménagement au débit du territoire. Parce que si aménager le territoire, et ça se décide le plus souvent soit à l'échelon régional, soit par l'agrégat des départements, équivaut à connecter le portefeuille des citoyens à Google, on aura perdu le pari. Donc il faut qu'en même temps qu'on déploie, on ait une réflexion critique, structurée, argumentée sur le développement et l'accompagnement des usages. C'est pour ça que le rôle des pôles est fondamental pour permettre justement une structuration territoriale. L'autre élément sur cette question des pôles régionaux, c'est que
ça pour le coup ce n'est qu'un avis, un pôle en réalité doit être gouverné par toutes les parties prenantes de la médiation numérique. Cette gouvernance collective est déterminante pour que, quand ensuite on va sur des projets, les gens et les acteurs soient impliqués et soient réellement partie prenante. Le dernier élément, c'est que c'est certainement à l'échelon régional qu'on peut travailler la question de la consolidation des acteurs. Parce que c'est ce qui permet d'éviter à chacun des acteurs d'être relégué tout seul à trouver les moyens de son propre cheminement. Voilà. Et une des missions fondamentales des pôles va être d'accompagner justement cette consolidation. Et l'enjeu, c'est que ces pôles-là soient à l'articulation avec l'échelon national, parce qu'on ne peut pas demander à un animateur qui est tout seul dans une médiathèque de penser les choses à l'échelon national. Et donc c'est cet aménagement et cette représentation sur différents échelons territoriaux qui pourra permettre la structuration de la filière. C'est une question complexe. On va commencer par le côté positif et vertueux. Si on a bien fait notre boulot, on a passé une étape sérieuse qui fait que la médiation numérique est de plus en plus inutile, en tout cas pour une bonne partie, parce qu'on aura tellement bien accompagné les citoyens et les organisations qu'on aura résolu un certain nombre de conflits qui pouvaient exister dans cette transition numérique. Bon, on va dire que là, on est plus dans le domaine de l'utopie. Dans la réalité, l'objectif pourrait être de trouver un équilibre entre les services au public et l'innovation sociale et numérique, c'est-à-dire à la fois un service continu sur des besoins fondamentaux et en même temps des situations projets très innovants, révélateurs de créativité, révélateurs de nouveaux modes de gouvernance aussi des projets créatifs, qui permet aussi à des entreprises de tester des nouveaux rapports aux citoyens, d'imaginer des nouvelles manières de faire dans le co-design des produits et des services. Et qui permet de trouver un équilibre et de faire rentrer la médiation numérique comme étant une brique indispensable à l'économie numérique, qui permet de favoriser le développement des emplois à l'échelon local et non plus la fatalité de développer des pépites qui sont ensuite parties à l'international et qui oublient leur territoire local. Bref, faire que le numérique ne devienne pas quelque chose suspendu au-dessus des territoires dans un nuage, pour reprendre la métaphore, mais bien quelque chose qui pragmatiquement est utile, plutôt que futile, et permet de faire en sorte que la capacité concrète et réelle des citoyens a pu augmenter. Après, il y a un deuxième paramètre, c'est le fait que les acteurs de la médiation numérique puissent devenir des acteurs ressources pour développer les projets à l'échelon de ces territoires, c'est-à-dire des acteurs références qui savent orienter à tout moment vers le meilleur des interlocuteurs et pas nécessairement chercher à tout faire. Ce qui amène le fait que, au-delà des acteurs, les lieux de médiation numérique, plutôt que de toujours tomber dans l'injonction à se réinventer, peuvent être finalement des lieux transformables à volonté qui accueillent des porteurs d'initiatives, un peu comme un puzzle qui viendrait agencer des briques qui auraient une durée de vie, tant qu'ils ont une utilité sociale démontrée, puis qui ensuite partiraient développer sur d'autres territoires, développer sur d'autres projets. Alors là-dedans, il y a quand même un paramètre dont on doit tenir compte, c'est que ce secteur de la médiation numérique a des acteurs historiques et ce qu'on appelle des nouveaux entrants, qui ne sont pas fondés sur le même modèle, qui ont une culture du développement entrepreneurial différente, parfois bien plus aboutie, au moins parce qu'ils se sont posé la question. Et va se poser la question de l'articulation entre ces deux secteurs. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'on soit dans une ubérisation de notre propre secteur avec des entrepreneurs sociaux méchants, pétris de mauvaises intentions et ne voulant faire que de la lucrativité qui déboule. Je pense qu'on a fort à apprendre les uns des autres, à devenir des alliés objectifs pour cette transformation, que nous aident les acteurs historiques à évoluer, que nous on raconte les histoires des territoires qu'on a parcourus et que ça permette de prendre ce qu'il y a de meilleur dans les deux modèles pour arriver vraiment à ce développement vertueux au sens économique et au sens des valeurs dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'on peut tenir le propos en 3 points. 1, les questions de médiation numérique
correspondent à un besoin des territoires, des citoyens, mais pas à une attente pour ces territoires et ces citoyens. Donc il faut trouver le moyen de révéler ces attentes et de montrer l'utilité sociale produite. Donc le premier élément, c'est comment les acteurs rentrent à la fois dans des compétences de communication, de pédagogie, de didactique pour se rendre compréhensibles, et non pas que seuls les gens qui ont envie de faire du numérique rentrent dans ces lieux, parce que ça serait une contradiction par rapport à leurs objectifs. Et la deuxième chose, c'est qu'on développe de la capacité à regarder en profondeur si on change les choses, donc à mesurer l'utilité sociale qu'on produit. Pas dans un esprit de benchmarking, de justification, mais vraiment de mesure. Pour ça, ça veut dire qu'on est à la fois un peu plus précis sur les effets qu'on recherche et sur notre capacité à les identifier. Et ça rejoint le deuxième point, en fin de compte, qui est que ce qui manque à ce secteur, avant de se tourner vers les partenaires publics, c'est ce niveau un petit peu d'analyse, de se dire, à la fois en termes de stratégie d'évaluation, de réflexion sur nos modèles de consolidation économique, qu'est-ce que nous-mêmes on en pense, et ne pas attendre que seulement les pouvoirs publics nous disent ce qu'on doit être ou ce qu'on doit faire, puisque, on peut le regretter, mais nous ne sommes pas un service public. En tout cas, on n'a pas eu cette reconnaissance-là. Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, il nous faut, j'allais dire, passer l'âge adulte où on arrive à définir ce que l'on est, où on est clair sur ce que l'on veut faire, et on est capable de mesurer l'écart entre ce qu'on veut faire, ce qu'on prétend faire, et ce qu'on parvient à faire, y compris avec la question des moyens qu'on y met. Ce qui renvoie à la question de notre relation au pouvoir public. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Premièrement, je pense que si on considère qu'il n'y a pas de moyens financiers, ou en tout cas qu'ils sont de plus en plus limités, il faut trouver la capacité de l'acteur public à réguler. Réguler, ça peut être par exemple de dire on prend l'équivalent de 1%, comme le 1% artistique quand on construit un bâtiment, on prend 1% de l'aménagement au débit des territoires pour le consacrer à la médiation numérique. Ce n'est pas très ambitieux, 1%, c'est non seulement faisable mais souhaitable. Le régulateur peut là intervenir. Mais c'est également faire en sorte que ces pouvoirs publics travaillent sur la question de reconnaissance de ce qu'on appelle les services économiques d'intérêt général en droit européen, qui permet d'avoir des modes d'exercice de nos activités et qui permettent de mieux contractualiser avec les différentes parties prenantes. Il faut également que l'acteur public, par des tas de dispositifs, ça peut être la BPI, ça peut être les investissements d'avenir, accompagne les nouvelles formes de développement de ce secteur. C'est-à-dire qu'on passe de l'époque de la perfusion par charité à destination de ces acteurs avec une co-construction plutôt intelligente. Et ça passe au moins par deux choses. Ce qui a été fait par exemple sur la French Tech peut être fait pour la médiation numérique, c'est-à-dire dire ce qu'est la médiation numérique et de manière un peu massive, voilà quelque chose qui peut être accompagné par l'État et les pouvoirs publics, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait d'accompagner les initiatives plutôt que de s'y substituer. Et ça veut dire qu'on est dans une culture de l'investissement. Et alors typiquement, ce qui peut être fait en ces termes-là, c'est que par exemple, sur un dispositif tel que Aptic, c'est que les pouvoirs publics organisent le dialogue avec des acteurs tels que Pôle emploi, tels que la CAF, tels que les impôts, pour faire en sorte que les contractualisations, qui ne sont pas possibles lieu par lieu, puissent se faire de manière globale, à l'échelon national. Et ça, c'est de nature en plus à venir consolider le modèle économique des acteurs et à imaginer leur avenir et donc à pouvoir franchir cette étape qui est fondamentale, c'est-à-dire d'avoir des cadres dans ces lieux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs, mais on a très peu d'encadrants. Et ce sont les encadrants qui permettront de crever un peu de plafond de verre de ce secteur. En tout cas, on voit chez les nouveaux entrants que leurs caractéristiques, notamment parce qu'ils ont capitaliser leurs initiatives, c'est qu'ils ont dès le départ un organigramme avec des cadres qui sont capables de penser les moyens de développement. Donc, Aptic permet finalement, de la même manière que le chèque déjeuner a été vécu comme un progrès social, quelque chose qui permet de faciliter le fait de manger quand on est au travail, l'idée c'est qu'Aptic facilite, déclenche le fait de pouvoir s'adresser à un acteur de la médiation numérique, et ça a une dimension un peu entraînante pour
faciliter cette étape. Alors en quoi c'est structurant? Pour plusieurs raisons. D'abord, au niveau des acteurs de la médiation numérique, ça les incite à présenter une offre de services numériques. C'est-à-dire, voilà ce que l'on est, voilà ce que l'on fait, et vous pouvez accéder à ce service pour tel montant. Donc déjà, ça va permettre de révéler le périmètre des services rendus par ces acteurs. La deuxième raison pour laquelle c'est structurant, c'est que ça va permettre à l'usager, le destinataire du service rendu, d'avoir un moyen pratique, simple, de paiement total ou partiel, finalement, du service qui lui sera rendu. Alors cet utilisateur, il est extrêmement diversifié et il dépendra de comment on va choisir de distribuer ces chèques services. Par exemple, ça peut être un allocataire du RSA qui va donc plutôt chercher, par exemple, comment faire un CV. Ça va pouvoir être les associations qui vont peut-être chercher une formation sur comment déployer un WordPress. Ça va pouvoir être un ou une secrétaire dans une TPE qui va vouloir apprendre à utiliser son outil de messagerie. Bref, ça va permettre d'étendre considérablement le périmètre de compréhension de ce qui se passe dans ces lieux. Donc on a vu la question des acteurs, on a vu la question des destinataires des services, et puis il y a la question de ce qu'on appelle les commanditaires. C'est-à-dire ceux qui considèrent que, par exemple pour un département, c'est important pour ces allocataires du RSA de pouvoir accéder à un endroit où consulter les offres d'emploi ou faire son CV. Pour le moment, à part intervenir en direct vers le lieu, c'est un peu en espérant que l'allocataire du RSA ira, c'est un peu compliqué pour lui d'agir de manière déterminante. Or là, ce qu'il va pouvoir faire, parce qu'il maîtrise le réseau de distribution, c'est qu'il va pouvoir faire le choix de dire je m'adresse directement à mon allocataire plutôt que de financer le lieu. Et ça permettra, par contre, que le financement donné à l'allocataire sous forme de chèque finance en réalité les services produits par le lieu. Mais l'autre élément qui est assez important, c'est que jusqu'à présent, on était le plus souvent pour ces services d'utilité sociale quasi exclusivement sur les acteurs publics. Et eux choisissaient d'y aller ou de ne pas y aller. Là, l'avantage, il est double. C'est que, premièrement, on diversifie ses commanditaires. Donc, il peut y avoir des clubs d'entreprise, il peut y avoir des chambres de commerce et de métiers, il peut y avoir des responsables RSE, que ça intéresse de faire en sorte que tel pan de population, ou leurs propres salariés même, puissent accéder à ces services de médiation numérique. Mais il y a deux autres intérêts qui sont de nature à mobiliser ces commanditaires. C'est que, pour la première fois, on va savoir qui paye quoi. Donc, par exemple, un département, avant, il finançait un lieu pour accueillir des allocataires du RSA. Là, l'allocataire du RSA va avoir le nom du département sur son chèque, donc il saura qui paye. Donc, y compris en termes de marketing territorial, c'est très important pour les différents acteurs. Mais l'autre élément, c'est que dans la mesure où chaque chèque a un identifiant unique, celui qui a été l'instigateur de la distribution sait exactement à quoi a servi comment a été employé ce chèque. Et donc, ça lui permet de mesurer si c'est le bon réseau de distribution, si c'est efficace, s'il ne faut pas passer un autre cap et faire une formation massive. Voilà. Ça permet de mieux designer, notamment les politiques publiques, mais aussi les modes d'intervention. In fine, ça crée une nouvelle source de financement beaucoup plus consolidée pour les acteurs du secteur, ce qui est important. Et en même temps, parce que, à la manière des chèques déjeuner, on aura des petits stickers qui permettent de dire si ce lieu est éligible, ça va révéler les services de la médiation numérique sur l'ensemble du territoire. Et l'avantage, c'est que ça nous permet dès lors d'avoir aussi une démarche qualité sur les services rendus et de pouvoir y compris faire évoluer par les usagers eux-mêmes la qualité des services rendus et donc de commencer à organiser un peu nationalement, on va dire, un référentiel des services de la médiation numérique. Alors, il va y avoir plusieurs étapes en réalité. On est en train d'achever la partie prototypage sur le territoire aquitain. Très rapidement, déjà la première chose, c'est que tous ceux qui sont intéressés par le dispositif peuvent, via une plateforme qu'on a ouverte et qui est accessible depuis aptic.fr, venir co-designer le dispositif. C'est-à-dire qu'on ambitionne que, y compris dans sa gouvernance, Aptic soit co-construit par les différentes parties prenantes. Donc dès à présent, tous ceux qui le souhaitent peuvent venir s'impliquer et donner leur avis si, par exemple, on est même en train d'interroger le nom. Voilà, tout ça, on peut le co-construire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que tous les territoires qui souhaitent, très rapidement, là, à partir de septembre-octobre, participer à l'essaimage, c'est-à-dire
passer de l'échelon régional à l'échelon national, vont pouvoir candidater et dire, voilà, nous on est sur un territoire, on aimerait que Aptic puisse venir sur ce territoire. Ce qui va permettre d'avoir un véritable réseau d'ambassadeurs partout sur le territoire. Alors, avec un regard un peu particulier sur les pôles régionaux de la médiation numérique, qui seront des ambassadeurs un petit peu privilégiés, et qui vont avoir pour mission d'en parler, de commencer à solliciter les différents commanditaires locaux, mais également de commencer à repérer les lieux qui vont demander à être éligibles à Aptic. Alors comment ça va se passer? C'est finalement assez simple. On va entamer un tour de France avec différents partenaires locaux pour parler, expliquer. Et on va mettre en place un dispositif qui permettra au premier lieu d'avoir ce que nous on a appelé un kit de démarrage. Ce kit de démarrage est finalement extrêmement simple. C'est à la fois un petit système d'affichette qui permet de faire savoir aux gens qui fréquentent le lieu qu'ici on peut utiliser des chèques haptiques. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un ensemble d'outils de communication qu'on va par ailleurs livrer aux lieux candidats et qui comporte également une petite douchette pour pouvoir scanner les codes barres. Finalement, celui qui est désireux, le lieu qui est désireux d'utiliser des haptiques, il a juste à se déclarer. On va regarder les services qui rendent de manière effective en s'appuyant sur justement ce réseau d'ambassadeurs. Et ensuite, pour obtenir le contre-paiement finalement, une fois qu'il a été payé avec des chèques, il aura juste besoin sur une plateforme en ligne qui est en cours d'ouverture de dire voilà le coupon que j'ai reçu, voilà à quoi il a servi, et immédiatement il a le contre-paiement de son chèque. L'avantage énorme, c'est que automatiquement celui qui a financé ce chèque, c'est à où et à quoi il a été utilisé. Donc finalement, là, on est en train d'arriver à l'étape où on va passer à l'essaimage puis à la massification. On est en train de boucler le plan de financement et de travailler avec l'Agence du numérique aux convergences qu'il peut y avoir entre une initiative que le ministère souhaite soutenir, coporter, et finalement un déploiement ambitieux et un peu massif, mais qui prend en compte les particularités de chaque service, de chaque territoire. Et ensuite, c'est parti, Aptic est lancé. Juste, on rentre dans un moment où beaucoup de choses sont en train de bouger, des nouveaux acteurs qui rencontrent les acteurs historiques, des nouveaux périmètres territoriaux, des nouvelles formes de gouvernance, une année électorale où beaucoup de choses vont être suspendues le temps que ça se déroule. Donc au final, c'est aux acteurs eux-mêmes à se dire qu'ils sont capables de s'organiser, d'avancer, de se structurer. Et on l'a montré historiquement. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à se regrouper, à faire en sorte que cette filière, on l'organise et on la désire pour pouvoir la rendre désirable.